À l'époque d'Ahidjo, le Cameroun était un pays à revenu intermédiaire, un pays en voie de développement économique. Monsieur Biya a ramené le Cameroun au stade primaire, pays pauvre, très endetté. Et je puis vous rassurer que l'élection présidentielle de 2025, ça sera la plus belle victoire du RDPC. Pourquoi ce n'est pas le président du RDPC lui-même qui a rencontré cette élite du Grand Nord? Est-ce qu'il entend le faire très prochainement? Est-ce que Paul Biya continue à diriger le Cameroun? Je comprends d'où vous voulez en venir, mais je puis vous rassurer que le chef de l'État donne des instructions à des collaborateurs. Et lorsque vous regardez l'organigramme de la présidence de la République, le SGPR est l'un des collaborateurs très proches du chef de l'État. Donc il peut recevoir des instructions du chef de l'État à l'effet de rencontrer. Alors c'est le SGPR qui rencontrait ces hauts fonctionnaires ou alors c'est le représentant du président du RDPC? Non, puisque c'était une rencontre formelle. C'était pas uniquement destiné aux parlementaires du RDPC, c'était pour tous les autres parlementaires, hein, notamment, n'est-ce pas, des régions septentrionales? Non, pas forcément. Ah d'accord. Venant de toutes les régions du Cameroun, ça va se faire, je pense que c'est du 2, si j'ai bonne mémoire, jusqu'au 8. Chaque région passera et puis les discussions se feront. C'est pour préparer, n'est-ce pas, l'échéance à venir. Ce n'est pas pour le parti politique. Il y a un front qui se lève à l'Est. Parce il va falloir vous dire sincèrement que si c'était dans le cadre politique, c'est le secrétaire général du comité central qui l'aurait fait, mais c'est dans un cadre institutionnel. C'est pour préparer des éléments liés, n'est-ce pas, à la campagne, à l'élection présidentielle à venir. Donc, je veux rassurer les uns et les autres sur l'institutionnalisation de cet acte que nous avons vu, et nous verrons les résultats probants dans les prochains jours. Et Salmon Béassa, en guise de réaction ou de commentaire autour de cette rencontre-là, celle du secrétaire général à la présidence de la République, et puis le tête-à-tête finalement entre Joshua aussi et Bello Bouba Maïgari. Merci beaucoup. Hier nous étions sur ce plateau et j'avais commencé par vous dire qu'il faudrait, en tant que politique, que nous sortions, n'est-ce pas, du formalisme quotidien, qui est celui d'être superficiel et de ne dire que des choses pour plaire ou parfois pour nuire. Il faut entrer profondément dans la réalité politique de notre pays pour essayer d'édifier les Camerounais. Alors, quand vous regardez le fonctionnement du champ politique camerounais depuis pratiquement 30 ans, vous voyez bien que les gens se battent pour diriger un pays, pas pour le rendre souverain, mais pour consolider son administration et l'intérêt de sa population. C'est pour ça que le débat reste superficiel. Vous me parlez aujourd'hui des rencontres, n'est-ce pas, qu'a initié le SGPR Ferdinand Ngongo avec certains membres du gouvernement à Yaoundé, et vous me posez la question de savoir quelles sont ses implications. Je voudrais rentrer seulement à l'élection présidentielle passée, c'est-à-dire celle de 2018. Il était clairement établi en 2018 qu'avant la convocation du corps électoral, M. Biya Paul avait convoqué, n'est-ce pas, les acteurs politiques à l'effet de fixer le timing des élections présidentielles de 2018. C'était effectivement une rencontre républicaine et qui tenait compte des leviers démocratiques. Parce que la démocratie, c'est le jeu des acteurs et le champ politique camerounais est contrôlé par les acteurs politiques. Au Cameroun, ils peuvent être politiques comme parapolitiques. Alors cette année, nous nous rendons bien à l'évidence que ce n'est pas M. Biya Paul, n'est-ce pas, qui a initié ce type de rencontre, mais le SGPR. C'est pour ça que je voudrais souligner, sans risque de me tromper, comme je l'ai dit hier, et il n'est de secret pour personne, que 2 ans seulement après l'élection présidentielle de 2018, M. Ngongo Ferdinand avait hérité de ce qu'on a appelé, et c'était la toute première fois, de la délégation permanente de signature. Et il n'est de secret pour personne que M. Biya, je n'aime pas souvent parler de ça, parce que je ne parle pas souvent de l'âge des gens, mais je parle de l'usure du pouvoir. Pour avoir géré le Cameroun pendant pratiquement 60 ans, M. Biya est usé,
M. Biya est lessivé et M. Biya ne peut plus avoir le répondant de 1982, de 1992, de 1997, encore moins de 2004. C'est ce qui ressort en filigrane que nous avons démontré de façon claire, parce que le président du mouvement pour la renaissance du Cameroun, M. Maurice Kamto, avait saisi l'Assemblée nationale à l'effet de démontrer effectivement qu'il y a vacance de pouvoir. Quand il le disait, les mauvaises langues qui ont beau jeu de déformer les propos et de faire des analyses biaisées avaient eu, n'est-ce pas, c'était rapidement lancé, n'est-ce pas, dans une analyse biaisée pour dire que il était question pour le MRC de dire que M. Biya ne vivait plus, qu'il était mort. Que faux! C'est effectivement ce qui se passe aujourd'hui là que nous étions en train de décrier et de préparer les Camerounais à comprendre que quand on est président de la République, on est investi de missions importantes. On doit être sain de corps, sain d'esprit et apte à diriger le pays, apte à exercer cette fonction. Et tel que nous voyons aujourd'hui, il n'y a pas de tenue du Conseil supérieur de la magistrature depuis plusieurs années. Le Conseil économique et social, qui est un organe qui est bien outillé à pouvoir avoir des missions bien précises sur la gestion du Cameroun, n'est pas fonctionnel. Les ministres, certains ministres en fonction sont décédés, ne sont pas remplacés. Les conseils ministériels ne se tiennent pas. Les détournements des deniers et de fonds publics se font à ciel ouvert. Je voudrais parler Kangate, Covid-Gate et tout ce qui va avec. L'honorable coiffeuse sénatrice, n'est-ce pas, avait eu beau jeu de parler de la République des scandales. Nous avons des éboulements de terre, notamment celle de la falaise de Tchan, les inondations dans le Septentrion qui sont des événements qui appellent à la présence du chef de l'État, comme ça se passe ailleurs, malheureusement dans notre pays. Notre chef d'État, M. Biya Paul, est incapable de répondre présent. Il n'est pas incapable parce qu'il ne veut pas. Il est incapable parce qu'il ne peut pas. Et à un certain moment donné, quand le pouvoir vous a usé, quand le pouvoir vous a lessivé, vous n'avez pas les capacités physiques, intellectuelles, morales pour pouvoir vous mouvoir et exercer le pouvoir. C'est pour ça que je voudrais dire aux Camerounais aujourd'hui, quand nous parlons de questions de souveraineté, que c'est l'intérêt supérieur de la nation camerounaise qui doit nous interpeller au-delà de tout. L'élection ne doit pas seulement être un moment de choix de ceux qui vont diriger, qui vont conduire à la destinée du pays, mais c'est un moment où le Cameroun doit faire une évaluation de son histoire politique, de son histoire économique, mettre en question sa souveraineté pour essayer de voir quelle est la place que nous occupons dans le Conseil des Nations? Quel est le type de rapport que nous avons avec nos congénères, les autres pays qui occupent la sous-région que nous occupons? Avons-nous les timings nécessaires pour parler fort en tant qu'État quand nous regardons aujourd'hui à la simple lecture superficielle des choses? Township laissé par Aïdjo n'existe pas. Camer n'existe pas. Les trains, moi je suis entré dans l'Intercity au Cameroun, je suis entré dans ce train. Nous avons aujourd'hui les trains qui datent de près de 70 ans et qui transportent les Camerounais sur la voie ferrée. Les institutions gouvernementales sont pratiquement désuètes. L'économie camerounaise est au sol. Le Cameroun est passé de pays à revenus intermédiaires à pays pauvres, très endetté, champion même de la corruption, pour démontrer que notre pays est au plus profond de l'abîme. Il n'y a pas que les problèmes de gouvernance qui sont interpellés, il y a les problèmes de souveraineté aussi beaucoup plus. Et c'est pour ça que sur ce plateau, je ne vais pas faire l'économie, n'est-ce pas, de la conversation pour dire effectivement que M. Biya n'est plus apte à gouverner le Cameroun. Merci. Parce que, contrairement à On tourne autour du pot, il a rencontré les nordistes pour des raisons politiques. Alors qu'on s'attendait alors à ce moment que ce soit un représentant du RDPC qui allait rencontrer les nordistes. Parce que là, on est dans la politique politicienne. Et là, on va trouver un gros collaborateur qui est normalement qui doit avoir des fonctions techniques, sauf si le SGPR est aussi un membre du dispositif important du RDPC. Ça, c'est possible. Mais a priori, comme ça, M. Ngongo n'était pas connu comme un acteur majeur du RDPC avant sa nomination comme secrétaire général à la présidence. Et là, nous rentrons dans vraiment le mode de fonctionnement de ce pays-là.
où il y a la confusion des genres, la confusion des rôles. Et comme on disait depuis le début, c'est cette façon-là, un pays où on a créé de l'élitisme. À partir du moment où tu es élite, par création. Ce sont des élites créées par l'État, par le pouvoir. Il n'y a pas d'élites au Cameroun qui n'ont pas été créées par le pouvoir, à part quelques-uns. Et si vous n'êtes pas créé par le pouvoir, vous avez très peu de chances d'être élite. Et les gens vont pour s'assurer un avenir. Et il y a donc cette confusion-là qu'on voit tout de suite, entre le parti politique et l'exécutif. Le SGPR, c'est le numéro 2 de l'exécutif. Et on le voit pour des raisons politiques, en train de représenter le chef de l'État pour des raisons politiques. Et là, et vous avez posé cette question-là, c'est la première chose. La deuxième chose, c'était, et vous allez voir d'ailleurs quelle est l'autre question, parce que je réponds à vos questions que vous avez posées, c'était la rencontre de M. Bouba-Maghari avec le SDF, ça c'était prévisible. C'est prévisible, en fait, il ne faut pas être en chaîne pour comprendre qu'il essaie de faire des alliances. Il essaie de trouver une candidature unique au RD, ou unique ou pas, je ne sais pas. Il y aura donc des conflits de personnes, forcément. Dans le cas du SDF, compte tenu de son résultat aux dernières élections présidentielles, je crois qu'il va céder et il va s'offrir à l'UDF comme appui. Parce qu'il pense, à tort ou à raison, qu'il risque de ne pas faire un gros score. On voit déjà un allié. D'ailleurs, Issa Chiroma aussi risque de rallier l'UDF parce qu'ils sont nordistes. Vous voyez, l'aspect tribal revient toujours. L'aspect tribal. Et derrière tout ça, on se demande toujours pourquoi faire du Cameroun. Quand Issa Chiroma démissionne, il dit les petits nordistes ne sont pas contents. Ils sont délaissés. Et il faut n'avoir pas été au Cameroun pour dire ce genre de choses. Et je rappelle quand même que pendant 22 ans d'Aïdjo, il y avait des écoles primaires au nord où on donnait même le pyjama à l'internat. Je redis, des écoles primaires avec un internat. Quand on était nordiste, on allait juste s'y installer. On vous donnait même le pyjama avec lequel vous dormez. Même pendant 22 ans d'Aïdjo. Je rappelle en passant que quand on était nordiste, on avait le droit de rentrer à l'ENAM avec le BEPC pendant 22 ans d'Aïdjo. Vous n'aurez pas été content d'être rentré à l'ENAM avec le BEPC? Comment ces gens-là peuvent avoir l'imposture de nous expliquer que le Grand Nord a été délaissé? Quand M. Biya prend le pouvoir, il installe des écoles primaires chez les Boulous, où on prend les pyjamas. Quand M. Biya prend le pouvoir, il donne la permission aux Boulous d'aller à l'ENAM avec le BEPC. Je dis, il faut avoir... Je rappelle quand même aussi que ces deux personnages ont fait un coup d'État. Je rappelle ça. Et qu'on allait les chercher du peloton de l'exécution. On en a fait des ministres. Alors, on faut rappeler tout ça pour savoir ce de quoi on parle. Ça veut dire que la tentative de l'assassinat du chef de l'État, c'est un passe-droit pour devenir ministre. Vous ne voulez pas de ministre, vous aussi, là? Vous ne voulez pas de ministre? De quoi on parle? On entend parler de tout et n'importe quoi. Ce qui devrait intéresser les gens maintenant, c'est comment on sort de là où on est, de ce pays-là, qui est un pays néocolonial. Et il y a eu de très bonnes choses dites parmi les différents intervenants. Nous sommes dans un pays néocolonial. Et malheureusement, il y a des réflexes néocoloniaux, malheureusement. Et qu'on doit essayer de sortir de ça pour construire le pays. Il faut essayer de construire ce pays. Parce que parmi les accords coloniaux, j'ai entendu quelqu'un en parler, il savait que les sociétés françaises avaient le monopole de l'exécution des contrats au Cameroun. Quand ces contrats n'ont pas marché, pourquoi on ne leur demande pas? Les sociétés dont on parle là, elles ont été implémentées, exécutées par des sociétés françaises avec l'expertise française. Tout le monde constate que ça ne marche pas. Mais personne n'ose poser la question. Et tout ce qu'on appelait les élites, c'était juste des accompagnateurs de Français, d'instructeurs français, d'ingénieurs français, de sociétés françaises qui attendaient leurs miettes. Et cette façon-là ne marche pas.
si vous remplacez Paul Biya par quelqu'un d'autre et que la même politique est menée, ça ne marchera pas. Mais on peut lui reconnaître aussi d'avoir essayé d'en sortir. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle cet homme penseur dit qu'il est panafricaniste. D'abord parce que les médias panafricanistes n'ont le droit de citer qu'au Cameroun. Dans n'importe quel pays d'Afrique, le coup de fil d'Élysée aurait été suffisant pour que le média n'existe plus. Un coup de fil, ça n'existerait plus. Donc, il a quand même le droit de parler. Et il a aussi essayé de sortir des accords coloniaux, des accords militaires. On se retrouve alors avec un pays où il n'y a pas de base militaire prépondérante au Cameroun. Vous vous souvenez de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Donc, voilà le schéma. Alors, à la veille de cette élection présidentielle, voilà les grosses questions qui doivent être posées. Qu'est-ce qu'on fait quand on nomme des élites pour gérer des projets et que les projets ne marchent pas? Cet élitisme ne marche pas. Et là, vous nous racontez les mêmes choses. Si vous allez chercher M. Bello Bouba Magari, je n'ai rien contre lui. Respect. Mais je n'ai pas l'impression que quand je le vois là, il ne sera rien d'autre qu'une continuité en mal ou en bien. Je ne vois pas en tout cas comment il sera en mieux. Ça, c'est ma façon de voir. Et un jeune comme Oshi aurait dû s'associer à d'autres nouveaux leaders qui, eux, on ne peut pas leur reprocher beaucoup de choses parce qu'ils n'ont pas trempé avec le pouvoir. Donc, on ne peut pas leur faire de procès d'intention. Parce que je ne veux pas taper sur quelqu'un. Ça, c'est la première chose c'est ça qu'on entend. Alors, c'est vraiment de la souveraineté. Parce que les Camerounais, c'est une élection de souveraineté. Parce que les Camerounais sont de plus en plus imprégnés de ces réalités. Ils les connaissent, ils les sentent. Parce que elle sera disputée. Parce que vous avez constaté ce que M. Biya fait. Il a laissé passer ses soutiens. Il les a laissés partir. Ça veut dire qu'elle sera disputée. Ah, bah oui, parce qu'il n'a plus ses soutiens à gauche, ce sera le RDPC tout seul. Donc, c'est quand même une élection qui risque d'être ouverte, contrairement à ce qu'on pense. Et les scores risquent d'être surprenants. Ces gros soutiens, non, il les a laissés, il les a laissés partir. Il a dit, ok, d'accord, vous ne voulez plus, partez. Ça veut dire que M. Paul Biya et le RDPC, en tout cas le RDPC, vous voyez la confusion que nous on fait entre le chef de l'État et le RDPC. Pourtant, on ne devrait pas faire cette confusion. Dans un état de droit. Voilà. Le RDPC, c'est la machine politique, la machine à aller chercher les élections. Le chef de l'État, c'est le chef de l'exécutif. On ne peut pas mélanger les deux. Mais nous aurons une élection qui sera beaucoup plus... Et moi, je pense qu'il a bien fait d'ailleurs d'aller pas négocier avec les Bello Bouba Magari, qui est quand même crédité de beaucoup de députés. Même si moi, personnellement, je ne voterai pas pour lui, mais vous allez être surpris du score qu'il va faire. Donc, il y a le jeu politique qui sera redistribué autrement. Et je pense qu'on risque d'être surpris là. Et je pense que les politiciens, tous les politiciens là, doivent changer de stratégie et sortir dans un nouveau modèle. Parce que les gens vont être surpris par les résultats. Une question qui est enchaînée à la première, c'est beaucoup revenu. Est-ce que le leader du MRC, le professeur Maurice Kamto, qu'on cite sans le nommer, est allé faire, lors de ce meeting à Paris, allégeance à la France? Alors, je vous ai toujours répété sur ce plateau que je ne fais pas des débats superficiels. Je ne me focalise pas sur des personnes. Monsieur Biya, en tant qu'individu, n'existe que pour sa famille. Ce qui confère à Monsieur Biya les pouvoirs pour parler au nom ou pour le compte des Camerounais, c'est la constitution du Cameroun. Et si je l'attaque politiquement, je l'attaque dans le cadre des missions que la constitution lui confère. Je n'ai pas une relation particulière avec M. Biya. Quand vous voyez dans un leader politique s'arrêter sur des heures pour parler d'un individu, vous demandez s'il a la bouteille, s'il est consistant pour comprendre même de quoi il est question. Alors, je voudrais commencer par dire, et je l'ai dit hier, Oumniobe, Oussene Afana, Félix Laurent Moumié, Abel King, c'est eux qui ont planté les bases du Cameroun en termes de la politique. Écoute bien, en termes politiques. Cela, s'il vous plaît, quand vous parlez, je ne vous coupe pas. Et surtout, vous êtes un aîné, soyez courtois et poli même à la limite. Quand vous avez pris la parole tout à l'heure, je ne vous ai pas coupé. Ceux-là ont été assassinés par Aïdjo, avec la complicité des Français.
Ce sont les politiques de la France-Afrique qui installent Ahidjo au pouvoir. Ahidjo est mis à l'écart par Paul Biya, par les réseaux de la France-Afrique. C'est par là qu'il faut commencer. Et il faut le dire sans embâche. Alors mon copanéliste de droite a eu beau jeu de donner une définition assez consistante de la souveraineté. Je ne saurais ajouter un seul iota ou enlever un seul iota de ce qu'il vient de dire. Elle est parfaite. Seulement il a évoqué un pan important pour démontrer qu'on est souverain. Il a parlé de l'armée. Je parlerai de l'armée avec lui. Il a dit de façon claire, sauf si je me trompe, il pourra me reprendre. Par le fait que le président Paul Biya allait renouveler les accords militaires avec la Russie, ça démontre qu'il développe un élément de la souveraineté lié à notre armée. Il a appelé cet élément un élément extérieur. Je vais dire à M. Etogo que quand on mentionne l'armée dans le cadre de la souveraineté, on parle d'une armée protectrice, celle qui protège ses populations de l'intérieur et celle qui protège ses populations contre tout péril grave attaquant l'intégrité du territoire. Ça peut être un ennemi extérieur, ça peut être une puissance ou tout autre événement. Alors l'armée camerounaise a été créée en 1959, si j'ai bonne mémoire, par la voie... Ou un peu plus tôt, 57, peut-être 57 à partir de 57. C'est la France qui décide de créer l'armée camerounaise par la voie de décret et donne à l'armée camerounaise certaines missions. Et les missions essentielles qui étaient données à l'armée camerounaise à cette époque, c'était d'éliminer tous les indépendantistes qui se battaient pour donner au Cameroun une certaine souveraineté et qui réclamaient l'indépendance. Et c'est l'armée française qui a tué Omniobé, qui est celui qui se battait pour donner, à travers l'UPC, une certaine consistance à l'État du Cameroun. Il disait 3 choses. Il faut d'abord, sur le plan humain, donner un capital. Ça veut dire que créer des citoyens, faire passer les populations aux citoyens. Consolider la nation. La nation étant consolidée, elle donne naissance à un peuple. C'est le peuple qui détient le pouvoir et c'est lui qui a les éléments du constituant et qui fait naître la première constitution du Cameroun. Et c'est cette constitution qui met sur pied l'État. Les réseaux France-Afrique ayant compris qu'il a la démarche logique et normale de l'acquisition de la souveraineté du Cameroun, ont utilisé des réseaux pour l'assassiner. Il n'était pas seul. Félix Ouran-Moumi a été tué par la France en Suisse. Ernest Ouandja a été éliminé par la France avec la complicité de Ahidjo au Cameroun en 1971. Il faut le noter. C'est à ce niveau que nous avons raté. Parce que l'État du Cameroun a été né, a été inventé par la voie d'un décret français. Il y a donc une sorte de péché originel. Bien, c'est pour ça que je dis, quand un président Paul Biya arrive, avec une armée qui a pour mission d'éliminer tous ceux qui doivent se battre pour l'autonomie du Cameroun ou pour sa souveraineté, tuer tous ceux qui doivent se battre, cette armée coloniale, avec le logiciel colonial, est venue continuer sur ces mêmes bases. Et je le disais sur ce plateau. Vous insinuez, quand on parlait ici du concept armée-nation, vous insinuez donc que l'armée camerounaise de 2025 est une armée... Je n'insinue pas, je le dis, je l'affirme, je dis... Vous dites quoi? Jusqu'à présent, ce logiciel est le logiciel sur lequel l'armée camerounaise évolue jusqu'à maintenant. Élément de preuve. Je suis en train de vous dire, mais je suis en train de déclarations. Je suis en train de venir, je le dis sur ce plateau, je suis jeune Camerounais, je suis pas à l'extérieur, je ne parle pas étant en France, je parle étant ici. J'ai plus que l'âge qu'Omniobé avait en 1948. Je l'assume. Nous avons un conflit dans le Nozo, où les populations du nord-ouest et du sud-ouest ne réclamaient que la traduction des textes juridiques, je veux dire les textes de la commune en anglais. Ils réclamaient, n'est-ce pas, un certain héritage né de la... ça veut dire que des lignes d'arrêt-rôle, puisque vous savez que les populations anglophones ont hérité de la domination anglo-saxonne. Une question de traduction de documents qui a été réglée depuis dès lors. Je suis en train de vous dire,
ils réclamaient un certain nombre de choses qui dépendaient de la gouvernance. Mais qu'est-ce qu'on les a opposés? On les a opposés la violence de l'armée. Et quand vous arrivez aujourd'hui dans le Nozo, vous vous rendez bien compte que c'est une zone sinistrement économique. Nous avons le deuxième employé après l'État du Cameroun qui était la CDC qui est complètement au sol. Nous avons des villages entièrement rasés. Vous avez souvenance de l'incident de Ngabou où tout un village a été brûlé. Et il a été clairement démontré avec les enquêtes qui ont été menées que l'armée camerounaise était épinglée sur certains massacres là-bas. Ça, pas moi qui le dis. Oui, alors ça a été mis dans... Je suis en train de venir. Une armée ne massacre pas ses populations. L'armée protège ses populations. Je vais plus loin. Salmon Béas, oui. Vous allez poursuivre. Mais est-ce que, je veux qu'on s'entende, l'action de l'armée camerounaise dans les régions du Nozo n'est pas implémentée contre les Camerounais du Nozo, elle est implémentée contre ceux des Camerounais justement de cette partie du pays qui ont pris les armes contre le pays, contre la République du Cameroun et qui se revendiquent séparatistes en tant que tel. Est-ce que l'armée n'est pas dans son rôle? Je suis en train de vous dire, une armée camerounaise qui est formée sur le logiciel de protection directe a aussi pour mission de défendre l'intégrité du territoire. Je suis en train de vous dire, et je répète, ne me coupez pas. Si vous me posez la question, je suis ici pour développer. Vous n'êtes pas là pour répondre à ma place. Je comprends que vous évitez une censure. C'est moi qui parle, je suis un politique. Au-delà de la censure, je suis en train de vous dire. Effectivement. Je suis en train de vous dire. Au-delà de la censure, il faut bien clarifier les éléments de compréhension pour les téléspectateurs. Laissez-moi donc clarifier. Vous monopolisez, vous parlez plus que moi, pourtant je suis invité. Les États-Unis n'ont jamais fait la guerre sur son terrain. Ils font la guerre ailleurs. Donald Trump vient de déployer l'armée. Je suis en train de vous dire que les États-Unis ne font pas la guerre sur leur terrain. La France ne fait pas la guerre sur son terrain. Quand il y a un conflit, on utilise des méthodes politiques pour régler. Nous avons vu sur des plateaux des responsables administratifs parler de dératiser les zones du Nozo. Dératiser, appeler les populations du Nozo des rats qu'il fallait dératiser. Et comment il fallait le dératiser? C'était pas avec Loara Tadaï. Nous savons bien ce qui se passe. Au Cameroun a perdu des hommes, des fils, des filles, dans l'armée camerounaise, de part et d'autre. Tout ça à cause des mauvaises décisions politiques qui ont été prises. C'était pour lui dire que quand on cherche la souveraineté, on donne une consistance républicaine à son armée avant de la rendre compétitive à l'extérieur. Je vais prendre un autre pan. Restez au quartier, prenez le téléphone, appelez le 117 pour dire que vous êtes agressé. La police ne vient pas. La gendarmerie ne vient pas. Mais annoncer que un parti politique de l'opposition est en train de manifester, le BBR sera là, le GPIC sera là, le GSO sera là. Je suis le témoin vivant de cette répression. J'avais été arrêté en 2020 avec 4 camions de policiers et gendarmes, seuls. J'avais sur moi 28 forces de maintien de l'ordre. On me piétinait comme le sac de Macabo. Je n'avais aucune arme. Je n'avais que le drapeau du Cameroun. Ce drapeau qui a été déchiré par les forces de maintien de l'ordre. Je le dis, je l'assume sur ce plateau. Pour dire à M. Etogo que c'est très loin de ce qu'il dit. Il a pris un volet essentiel, le volet économique. Et j'ai cru entendre qu'il disait que le Cameroun, M. Biya diversifie les partenariats économiques. Mais ça fait rire. Je voudrais accorder une présomption de, n'est-ce pas, de bonne gouvernance économique au président Ahidjo, qui à son époque avait créé la CAMCHIP, avait créé la CAMER, avait créé l'ONCPB, a créé la CDC, a créé toutes les entreprises, Socatral, Alucam, Sosucam, EVCAM, toutes ces entreprises qui avaient été créées par Ahidjo. M. Biya est venu les éteindre complètement. À l'époque d'Ahidjo, le Cameroun était un pays à revenus intermédiaires, un pays en voie de développement économique. M. Biya a ramené le Cameroun au stade primaire, pays pauvre, très endetté.